Donc, il y a Mme Nathalie Drouin de la SAC, qui est conseillère en sécurité routière. Nathalie Drouin est diplômée en ergothérapie de l'Université Laval. Après avoir pratiqué comme ergothérapeute clinicienne en CLSC, elle travaille à la Société de l'assurance automobile du Québec depuis plus de 14 ans. Elle y a d'abord exercé un rôle d'ergothérapeute au sein de l'équipe d'expertise conseil en santé à l'indemnisation des accidentés de la route. Depuis les 8 dernières années, Mme Drouin agit à titre de conseillère en sécurité routière à la direction de la recherche et du développement en sécurité routière. Tout un titre, ça, en passant. Elle travaille notamment sur les dossiers des sièges d'auto pour enfants et du port de la ceinture de sécurité. Mme Stéphanie Caron, il y a peut-être certaines personnes qui se rappellent de Mme Caron qui avait fait une présentation il y a combien d'années maintenant? 3 ans, qui a été très, très appréciée, qui va revenir justement pour discuter tout ce qui touche les spécificités des commissions scolaires aussi. Madame Caron est diplômée en 1998 et présentement ergothérapeute à l'École des Érables à la commission scolaire Seigneurie des Mélèves. Une école spécialisée auprès des élèves qui ont un TSA, une déficience intellectuelle et des troubles graves du comportement. Depuis 2012, elle travaille ardemment pour tenter de diminuer les troubles de comportement dans le transport scolaire ainsi que les contentions. Elle souhaite également accroître la sécurité dans le transport. Elle a participé à l'adaptation du protocole encadrant les mesures contraignantes à la commission scolaire en incluant la réalité du transport et en développant des outils concrets tels que le plan de transport individualisé et le partage d'informations du conducteur. Bonjour à tous. Alors, comme les présentations ont été faites, je commencerai tout de suite avec la présentation d'aujourd'hui. Donc, comme on nous l'a demandé, il y avait beaucoup de questions au niveau du transport des élèves. On a décidé de séparer la présentation en 2 parties. Donc, on a la première partie qui va parler plus des berlines scolaires, puis la deuxième partie qui va être au niveau des autobus scolaires. Mais dans chacune des parties, on va aborder l'aspect législatif et sécuritaire, puis ainsi que les équipements là, qui y sont associés. Ah oui, puis je mentionnerai peut-être d'entrée de jeu que, comme on est parti déjà de vos questions, les questions qui nous ont été soumises, ça serait peut-être mieux de poser les questions à la fin, parce que probablement que la plupart des questions, on va y répondre en cours de route, mais n'hésitez pas à la fin, là, si jamais on n'a pas répondu à votre question, de nous la poser. Alors, on va commencer avec, comme je vous disais, les véhicules de transport scolaire de type berline. Et je vais parler là, de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'aspect législatif et sécuritaire. J'ai pensé commencer avec une vidéo. C'est des vidéos qui étaient fournies par Transport Canada. C'est des essais avec des mannequins d'enfants dans les véhicules, les enfants qui sont bien attachés là, avec des ceintures de sécurité ou des sièges d'appoint, et que c'est des collisions de type frontal à 48 km/h. Mais je trouve que ça donne un bon indice de comment un occupant va réagir là, en cas d'impact. Fait qu'on voit que les mannequins bougent quand même beaucoup, puis ils sont bien attachés. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu l'importance d'être bien ceinturé ou de bien attacher les enfants là, dans le transport, parce que déjà, en étant bien attaché, il y a un gros mouvement qui se fait. Donc, ceux qui ne sont pas bien attachés, là, ils peuvent se ramasser très facilement là, dans le dossier du banc à l'avant. Donc, on va commencer aussi par démystifier les rôles et responsabilités de chacun, parce que c'est un domaine assez complexe qui touche à plusieurs règlements et à plusieurs lois. Pour commencer, pour ce qui est des sièges d'auto pour enfants, il y a le règlement sur la sécurité des ensembles de retenue des sièges d'appoint. Ce règlement-là, c'est un règlement fédéral et c'est le règlement qui s'occupe de normaliser la conception des sièges d'auto et ainsi que l'importation par les entreprises de ces sièges d'auto-là au Canada. Et c'est Transport Canada, comme je disais, qui s'occupe de ce règlement-là. Ensuite, il y a le règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de sièges automobiles. Alors ça, c'est un autre règlement fédéral qui est géré cette fois par Santé Canada. Et ce règlement-là s'occupe de l'importation des sièges d'auto par les particuliers.
Par particulier, on entend un parent qui voudrait aller chercher un siège aux États-Unis. Normalement, si l'enfant n'a pas de besoins spéciaux, ça ne peut pas se faire. Donc, mais il y a un aspect du règlement de Transport Canada qui permet d'importer des sièges d'auto qui auraient, pour des enfants qui ont des besoins en particulier. Quand je parle de besoins en particulier, c'est-à-dire c'est des conditions médicales très, très exceptionnelles. Donc, ceux qui vont gérer ça, ça va être Santé Canada. Ensuite, il y a le Code de la sécurité routière. C'est chez nous à la Société d'assurance automobile du Québec, ainsi qu'au ministère du Transport, mais pour l'aspect utilisation des sièges d'auto et de la ceinture de sécurité, ça, c'est chez nous à la SAC. Ensuite, il y a le règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves. Ça, c'est géré par le ministère des Transports. Et ce que ce règlement-là dit, notamment, c'est les types et les caractéristiques des véhicules utilisés en transport scolaire, ainsi que les obligations du conducteur. Et enfin, il y a le règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées, qui est encore une fois géré par le ministère des Transports et qui dit notamment qui va établir notamment les types caractéristiques des véhicules utilisés en transport adapté et les obligations des conducteurs qui s'y rattachent. Au niveau de la présentation, ça, je vais utiliser souvent les termes siège d'auto. Donc, pour les fins de cette présentation-ci, je voulais vous mentionner d'entrée de jeu que pour moi, siège d'auto, dans la présentation, ça inclut ensemble de retenue et siège d'appoint. Parce qu'au niveau des sièges d'auto pour enfants, on peut dire qu'il y a comme 3 phases. La première phase, qui est le siège d'auto orienté vers l'arrière. Souvent, les gens vont penser à la coquille, là, le siège qu'on peut déplacer puis venir clipper dans le véhicule. Et ensuite, il y a la phase 2 qui est le siège qui est orienté vers l'avant. Alors, ces 2 premières phases-là, c'est qu'on parle d'un siège qui est fixé dans le véhicule et que l'enfant est attaché avec un harnais. Donc, ça, c'est ce qu'on entend par ensemble de retenue, aussi au sens du règlement fédéral. Et la 3e phase, c'est le siège d'appoint. Donc, c'est à partir de cette étape-là que l'enfant est retenu uniquement par la ceinture de sécurité du véhicule. C'est cette étape-là qu'on peut appeler aussi, il y en a qui vont parler de booster ou de siège rehausseur. Puis le siège d'appoint, il peut être soit avec ou sans dossier. Puis je vais élaborer là-dessus un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'homologation des ensembles de retenue et des sièges d'appoint, c'est fédéral. Donc, c'est Transport Canada qui établit la norme. Et c'est un processus d'auto-certification, c'est-à-dire que ce sont les fabricants de sièges d'auto qui doivent démontrer à Transport Canada que le siège qu'ils veulent vendre au Canada répond à la norme canadienne. Et une fois qu'ils ont démontré ça, à ce moment-là, Transport Canada leur dit « Parfait, il n'y a pas de problème maintenant, je vous donne un numéro et vous pouvez apposer la marque nationale de sécurité sur votre siège d'auto. » La marque nationale de sécurité, c'est le logo en forme de feuille d'érable. Alors, c'est ça. Puis tous les sièges d'auto qui sont vendus au Canada doivent répondre à la norme canadienne. Donc, j'avais eu la question, est-ce qu'il y a des sièges qui sont mieux que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont plus sécuritaires que d'autres? En fait, je vous dirais qu'à la base, tous les sièges qui ont le logo de la marque nationale de sécurité, ce sont des sièges qui ont répondu aux normes minimales. Donc, on s'attend à ce qu'ils soient tous sécuritaires. Maintenant, ça, c'était pour la portion conception du siège d'auto. Si on y va avec l'utilisation dans les voitures ou les berlines scolaires, tous les véhicules, dans le fond, qui ont une ceinture de sécurité, à ce moment-là, c'est provincial. La législation est provinciale. Donc, au Québec, c'est par le Code de la sécurité routière, à l'article 397, qu'on dit que tout enfant dont la taille est inférieure à 63 cm en position assise, cet aspect-là va disparaître bientôt parce qu'on a un changement de loi qui avait été adopté l'an dernier et qui va être en vigueur le 18 avril prochain. Donc, le 63 cm en position assise, j'en parlerai pas trop dans la présentation parce que ça n'existera plus sous peu. Donc, plus tard, ça va être 145 cm ou âgé de moins de 9 ans. Il doit être installé dans un ensemble, un siège d'auto qui est conforme aux normes canadiennes, qui est adapté à son poids et à sa taille et qui est installé adéquatement dans le véhicule. Alors, ces 3 aspects-là sont écrits dans la loi, donc doivent être respectés. Il y a 2 exceptions prévues
dans le cas de la sécurité routière, l'article 397, c'est que dans un taxi, un véhicule de taxi qui est prévu par la loi sur le taxi, l'utilisation du siège d'auto n'est pas obligatoire. Mais là, on s'entend que c'est l'aspect légal. C'est sûr qu'on a un aspect sécuritaire. On privilégie fortement l'utilisation d'un siège d'auto, même dans un taxi pour un enfant qui en a besoin. La seule et unique raison pour laquelle cette exception-là existe, c'est la question pratique d'un parent qui aurait besoin de prendre un taxi rapidement avec son enfant puis qui n'aurait pas un siège auto sous la main. Mais pour des enfants qui prennent régulièrement le taxi, on favorise, même si ce n'est pas obligatoire légalement, l'utilisation d'un siège d'auto. Puis c'est ça, juste pour mentionner, l'autre exception, c'était au niveau des enfants qui présentent des conditions médicales exceptionnelles, mais ça, je vais y revenir plus tard également. Donc, la nouvelle loi, je sais qu'il y a plusieurs questions à ce sujet-là. C'est ça, fait comme je vous ai mentionné tantôt, c'est qu'on remplace la portion que c'est les enfants de moins de 63 cm en position assise par tous les enfants âgés de moins de 9 ans ou qui n'ont pas encore atteint 145 cm. Puis c'est le premier des deux critères qui est atteint. Donc, si on prend l'exemple d'un enfant qui mesure 140 cm, mais qui est âgé de plus de 9 ans, bien, normalement, légalement, il pourrait ne plus avoir de siège d'appoint. Par contre, d'un point de vue sécuritaire, je vous dirais que le critère qu'on vise le plus, c'est le 145 cm. Pourquoi le 145 cm? C'est parce que les ceintures de sécurité des véhicules qui sont vendus au Canada sont faites pour un adulte qui mesure minimalement 145 cm. Donc, ça fait partie du règlement fédéral. C'est ça, c'est que tous les véhicules automobiles vendus ici doivent, la ceinture de sécurité doit faire pour une personne qui mesure au moins 145 cm. Mais il faut penser aussi, 145 cm, là, pour vous donner une idée, ça correspond à peu près à 4 pieds 7,5, 4 pieds 8. Mais ça doit faire aussi pour un homme qui mesure 6 pieds 2, 6 pieds 3. Fait que déjà, la ceinture de sécurité, elle doit s'ajuster pour différentes grandeurs, donc ce n'est pas fait pour les enfants, d'où la raison de notre changement législatif. Il faut dire aussi qu'on n'est pas la seule province à avoir cette loi-là. Il y a 9 autres administrations canadiennes qui l'avaient déjà intégrée dans leur loi. L'Alberta qui va suivre probablement bientôt, là, en tout cas du moins, y réfléchissait. Puis 27 États américains là, qui ont la notion de 145 cm dans leur loi également. Donc, c'est sûr que l'incidence pour vous dans le transport scolaire, dans les berlines scolaires, c'est sûr que le 63 cm en position assise, ça correspondait à peu près à 120 cm debout. Alors là, oui, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'enfants. C'est sûr que c'était ça le but aussi, parce que les parents, souvent, ils enlevaient trop tôt le siège d'appoint. Donc, on a voulu s'assurer d'une plus grande sécurité de plus d'enfants. Donc, oui, il va y avoir plus d'enfants qui vont demeurer assis dans un siège d'appoint avec l'arrivée de la nouvelle loi. Et c'est sûr que là, au niveau des sièges d'appoint, je sais que ça implique l'achat de sièges d'appoint, mais il faut penser que c'est pour la sécurité des enfants. Parce que c'est ça, je n'ai pas mentionné les conséquences, mais dans les hôpitaux, quand un enfant porte trop tôt la ceinture de sécurité, sans siège d'appoint, c'est qu'eux autres, ils appellent ça le syndrome de la ceinture de sécurité. C'est qu'une ceinture de sécurité qui est mal portée en cas de collision, c'est que la partie sous-abdominale de la ceinture va rentrer dans le ventre et ça occasionne des hémorragies internes. Puis ça a même causé chez certains enfants des paraplégies si c'est quand même un bon accident et que la ceinture rentre tellement loin que ça va jusqu'au niveau de la colonne vertébrale. Fait que c'est pas, c'est ça. Ça peut être, les conséquences peuvent être quand même assez importantes. Parce que c'est sûr que la ceinture de sécurité, c'est une mesure de sécurité, ça le dit, mais si elle est bien portée. Alors, le siège d'appoint, ce que c'est, en fait, bien, c'est ça. C'est important de dire aussi que tous les fabricants de sièges d'appoint au Canada exigent un minimum de 40 livres pour pouvoir être installés sur un siège d'appoint. Donc, les enfants de moins de 40 livres devraient demeurer assis dans un siège d'enfant avec un harnais. L'installation dans le véhicule, la plupart des sièges d'appoint sont simplement déposés dans le véhicule. Certains, maintenant, par contre, viennent avec le système d'ancrage universel, mais
le système d'ancrage universel sert juste à ce que le siège reste en place, puis qu'on ne soit pas obligé de mettre la ceinture de sécurité quand l'enfant n'est pas dans son siège pour pas que le siège soit projeté sur le conducteur ou un autre passager. C'est parce que, dans le fond, c'est le siège qui est juste déposé. Ce qui le retient, c'est la ceinture de sécurité une fois que l'enfant est assis dedans. Donc, oui, il y a certains sièges d'appoint maintenant qui viennent avec un système d'ancrage universel, mais il demeure que le seul et unique rôle du siège d'appoint, ça sert à surélever l'enfant pour que la ceinture de sécurité passe aux bons endroits. Ce qu'on entend par là, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit sur les os du bassin, sur les hanches, puis sur la clavicule. Est-ce qu'on doit choisir un siège d'appoint avec dossier ou pas de dossier? Les deux répondent aux normes. Je vous dirais que le dossier du siège d'appoint sert beaucoup pour, s'il n'y a pas d'appui-tête dans le véhicule, pour éviter que la tête de l'enfant aille par en arrière en cas de collision, puis on va le voir dans la vidéo qui suit. Fait que c'est sûr qu'on favorise à ce moment-là le dossier. Également, Transport Canada a fait des essais. Siège d'appoint avec dossier, pas de dossier. C'est sûr que le siège d'appoint avec dossier a mieux performé au niveau du positionnement de la ceinture baudrier. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr qu'un siège d'appoint sans dossier répond aussi aux normes et permet quand même à l'enfant de porter la ceinture. Excuse-moi. Ça va? Tu me le dis, hein, si tu avais quelque chose à dire. Je me que c'est fort. Est-ce que je parle plus fort qu'elle? Non? OK. Oui, c'est ça, mais moi, je voulais juste ajouter que nous, à notre commission scolaire, on essaie d'utiliser les sièges d'auto le plus longtemps possible. Donc, même les enfants qui sont pèsent plus que 40 livres, plus grands. Maintenant, les sièges d'auto, ils sont bons là, pour des enfants de je ne sais pas quelle grandeur. Bien, puis ça va justement jusqu'à 65 livres. Les sièges avec harnais, là, oui. C'est ça. Donc, on y va jusqu'au maximum. Après, on va au siège d'appoint avec dossier. Encore, on l'étend là, jusqu'à temps que l'enfant, les lobes d'oreille soient plus hauts que le dossier du siège d'appoint. Parce que mes élèves qui sont déficients intellectuels puis autistes ont la tendance à ne pas bien porter la ceinture de sécurité. Donc, c'est une façon là, de leur apprendre à porter la ceinture sur leur aisselle, pas sur leur aisselle, sur leur clavicule, au lieu de la passer sous l'aisselle ou dans le dos. Donc, moi, c'est ça que je préconise là, d'entrée de jeu. Puis comme ça, on élimine beaucoup de contentions, là, comme les gilets Easy On. On élimine toutes sortes de problèmes de comportement, comme aller frapper un autre élève en avant, se pencher en avant. Donc, si vous suivez les règles de la SAC, puis prenez les sièges d'auto qui sont de la plus grande capacité, vous allez vous prévenir bien des problématiques futures. C'est vrai, c'est un bon point. Ça, c'est sûr que, comme je vous dis, le minimum, c'est 40 livres, mais c'est sûr que nous, on suit les recommandations de Transport Canada puis d'autres organismes en sécurité des enfants, puis ils recommandent tous là, d'utiliser le siège d'enfant. En fait, d'utiliser chaque étape le plus longtemps possible. Ce que ça veut dire le plus longtemps possible, c'est-à-dire que jusqu'à temps que l'enfant atteigne les limites de poids ou de taille du siège. Fait que ça vaut autant pour la coquille que pour le siège d'enfant, face vers l'arrière, puis ensuite face vers l'avant. Puis ensuite, le siège d'appoint. Fait que autant que possible, si on est capable d'étirer au maximum l'utilisation de chaque étape, bien, c'est mieux pour l'enfant. Puis le harnais en 5 points, c'est ça, comme dit Stéphanie, je veux dire, habituellement, les enfants n'ont pas besoin de contention. Quand ils ont le harnais en 5 points, ils sont déjà pas mal, on ne peut pas dire contentionnés, mais ils sont plus en sécurité, mais c'est aussi plus difficile de se détacher de ce siège-là. Vous allez voir à la fin de cette vidéo-là, l'enfant qui est dans le centre, il n'y a pas d'appui-tête et on voit que sa tête s'en va vraiment en extension alors que l'autre enfant, c'est sûr qu'il est un peu plus petit également, mais le but était de vous montrer que c'est l'utilité du siège d'appoint avec dossier s'il n'y a pas d'appui-tête là, au niveau de la banquette arrière. C'est sûr que les vidéos, c'est toujours des collisions frontales. Fait que là, c'est le rebond qu'on voit, que la tête va vers l'arrière. C'est sûr qu'il y a un impact arrière. La tête irait vers l'arrière en premier, puis ensuite vers l'avant.
Ça, c'est nos publications de la SAC. D'ailleurs, c'est ça que je vous ai amené. Vous allez voir à l'arrière, là, vous avez ce dépliant-là, si vous voulez avoir des informations en main. Les mêmes photos s'y retrouvent. C'est pour montrer qu'à gauche, l'enfant est trop petit pour être assis directement sur la banquette du véhicule là, sans siège d'appoint. Parce que ça a l'air peut-être bien beau à la première photo du haut à gauche, mais comme ses genoux ne sont pas pliés au bout du siège, naturellement, l'enfant va avoir tendance à s'affaler. Puis là, à ce moment-là, la ceinture sous-abdominale remonte sur le ventre, puis la ceinture baudrier ou thoracique là, va dans le cou. Donc, c'est important, c'est ça, quand on dit les bonnes conditions pour porter correctement la ceinture, c'est à droite. Vous voyez, elle a le dos bien appuyé au dossier de la banquette. Ses genoux sont pliés au bout du siège, fait qu'elle va être confortable pour garder cette position-là tout le long du trajet. Puis quand la ceinture de sécurité est attachée, elle passe sur les os du bassin, puis sur la clavicule. Puis, il y a beaucoup de parents qui vont dire « Mon enfant, il est bien assis là, dans mon véhicule, il est assis comme la petite fille en vert. » Mais quand il arrive dans la berline scolaire, là, moi, ce que je vois, c'est le petit gars, la photo du petit gars, parce que les berlines sont plus grosses, les bancs sont plus profonds. Donc, souvent, là, je suis comme contre l'avis des parents, là, c'est pas sécuritaire, on continue avec le siège à point, mais vous ferez ce que vous voudrez à la maison, mais nous, on le garde. C'est ça, parce que c'est un bon point que Stéphanie amène, parce que la profondeur de banquette, c'est pas standard d'un véhicule à l'autre. Donc, il peut y avoir des banquettes qui sont très profondes ou inclinées, ce qui fait que le positionnement dans un véhicule ne sera pas le même pour le même enfant dans un autre véhicule, ou est-ce que ça serait plus droit puis moins de profondeur de banquette. Fait que ça se peut que dans le véhicule du parent, ça soit correct, mais dans un autre véhicule, ça ne le soit pas. Puis aussi, quand je vous parlais de la hauteur de 145 cm, qui est la norme minimale pour les ceintures de sécurité, c'est sûr que ça veut, tu sais, un constructeur automobile peut aller plus bas que 145 cm aussi. Mais honnêtement, je ne sais pas s'il y en a, mais c'est pour ça que des fois, il y en a qui vont dire, bien, moi, dans mon véhicule, ça fonctionne. Mais c'est sûr que ce n'est pas très loin du 145 cm. Fait que en fait, visuellement, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de regarder les 4 conditions à atteindre avant de porter correctement la ceinture sans siège d'appoint. Puis, c'est ça. Quand on parle du port correct de la ceinture, bien là, on change d'article de loi pour nous au cas de la sécurité routière. En fond, il y a deux articles. Il y a l'article 396 qui dit qu'on doit porter correctement la ceinture de sécurité du véhicule, puis l'article 397 que je vous parlais tout à l'heure sur le siège d'auto pour enfants. Au niveau de la responsabilité, dans le cas de la sécurité routière, c'est déjà prévu à l'article 401 que c'est le conducteur qui est responsable de s'assurer que les passagers de moins de 16 ans sont correctement soit ceinturés ou sont correctement attachés dans un siège d'auto. Puis, cette responsabilité-là ne s'applique toutefois pas au conducteur d'un taxi, d'un autobus ou d'un minibus, mais ça s'applique dans le cas des berlines scolaires. Puis, pour le taxi, bien, c'est ça. Si un passager adulte qui accompagne l'enfant, bien, c'est lui qui serait responsable de s'assurer qu'il porte correctement la ceinture. Il y a le règlement sur le transport des élèves aussi qui parle de la responsabilité. Bien, ça vient ajouter à l'article 401, parce qu'eux autres, ils ont l'article 409 là, qui dit que le conducteur du véhicule routier affecté au transport des élèves doit s'assurer que les passagers attachent leur ceinture de sécurité. Puis, on a rajouté le point parce que ça avait été une des questions soulevées. Là. Le conducteur, lui, a seulement l'obligation de s'assurer que la ceinture est attachée. Ce n'est pas écrit dans la loi qu'il doit l'attacher, à part pour les enfants handicapés qu'on verra tout à l'heure, mais lui, pour les enfants qui n'ont pas de problème de santé, c'est ça, il a seulement l'obligation de s'assurer que la ceinture est attachée. Mais il y a l'article 40 que j'ai juste d'apprendre avant notre présentation, oui. là, qui s'applique aux berlines. Moi, j'étais surprise. Oui, c'est ça. C'est que, dans le fond, l'article 40 de ce même règlement-là indique que le conducteur doit obligatoirement assister tout élève handicapé qui nécessite une aide pour monter ou descendre du véhicule. Donc, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de conducteurs qui me disent moi, je n'ai pas le droit de sortir de mon véhicule, je dois rester dans le véhicule à tout moment, donc je ne peux pas assister l'élève à rentrer puis sortir. Donc, moi, je pensais que c'était vrai, mais non, ce n'est pas. Le conducteur a la responsabilité
d'assister un élève, mettons, de 5 ans qui n'est pas capable de grimper dans le véhicule, il faudrait qu'il l'aide. En fait, s'il est handicapé, c'est les élèves handicapés. Oui, s'il est autiste, déficient intellectuel, Ouais. mais qui a 2 jambes, que les 2 jambes fonctionnent, il n'est pas en fauteuil roulant, mais il faut que le conducteur l'aide, c'est ça? Ah, bien là, ça, c'est sûr qu'il faudrait vérifier dans le règlement. C'est de valeur que Marie-Ève ne soit pas là pour cette précision-là, parce que ça dépend, eux autres, comment ils déterminent qu'est-ce qu'un enfant handicapé. Oui, je pense Ouais. C'est sûr que si vous voulez pousser la question plus loin, là, c'est sûr que je ne regarderai pas dans le règlement. Puis peut-être juste pour préciser aussi, la question, c'est l'aide signifie quoi? Comme aider, c'est assister jusqu'à quel point? Parce que le débat, autant du côté des parents qui vont dire, écoutez, je ne veux pas qu'un conducteur, tu sais, il faut parler au niveau de la réalité, si c'est une conductrice, moins d'hésitation. Si c'est un conducteur, bien, parfois, c'est de dire de quelle façon, je ne veux pas qu'il touche, est-ce qu'il touche de la bonne façon. Puis, bien franchement, souvent, si c'est un élève autiste, si on vient le toucher de la mauvaise façon, c'est sûr que l'élève va réagir. C'est de voir aussi l'interprétation se fait comment, parce que ça nous revient souvent, cette question-là. OK. Bien, je pense qu'on pourrait la prendre en note. Là, malheureusement, c'est ça. Je n'ai pas la réponse parce que je ne travaille pas au ministère des Transports puis je ne gère pas ce règlement-là, mais on pourrait peut-être le... Jonathan, tu veux-tu te mettre volontaire à faire une liste de questions? Une liste de questions, absolument. Oui. Oui, bon, là, OK. Donc, ça serait d'adresser au ministère des Transports, c'est ça, assister, dans le fond, ça va jusqu'où? Puis aussi, bien, moi, c'est ça me soulève la question, eux autres, comment ils définissent dans leur règlement un élève handicapé? Est-ce que c'est physique ou cognitif ou c'est les deux? Oui, c'est quand même des vieilles lois que ça se peut que ça ne soit pas ajusté ça se peut, oui, effectivement. Oui, c'est ça. OK. Mais si j'avais, en tout cas, sinon, je pourrais regarder, là, peut-être que c'est défini. On va poursuivre, puis à la limite, à la fin, s'il reste du temps, je regarderai. J'ai parlé un peu plus tôt, dans le fond, de l'article 398, là, qui suit la 396 et 397, dans le Code de la sécurité routière. Ça, c'est l'article qui est prévu pour les personnes qui présentent une condition médicale exceptionnelle. Et je mets l'emphase sur le exceptionnel parce que normalement, tous les enfants ou les adultes peuvent soit être dans un siège auto ou porter la ceinture de sécurité, mais dans certains cas exceptionnels, oui, la SAC peut donner une dispense. Bon, on appelait ça une dispense, mais c'est plus différentes autorisations. Puis, pour pouvoir avoir ces dispenses ou autorisations-là, ça prend absolument une recommandation soit d'un médecin ou d'un ergothérapeute. C'est certain. La façon qu'eux, ils procèdent, les professionnels de la santé, dans ces cas-là, c'est qu'ils doivent envoyer une recommandation écrite à la SAC et la SAC étudie la demande, puis ensuite va émettre un certificat à la personne qui est visée par l'exemption. Fait que le certificat d'exemption, lui, suit la personne et non le véhicule, là. C'est pour éviter une infraction en vertu du Code de la sécurité routière. C'est vrai, je m'étais dit, je le mentionnerai dès le début. Au niveau, c'est ça, des articles, autant 396 que 397, ceux qui appliquent ça, dans le fond, chez nous, c'est les policiers ou les contrôleurs routiers. Fait que le fait d'avoir un certificat d'exemption, le seul et unique rôle du certificat d'exemption, c'est pour éviter que le conducteur ait une infraction si, par exemple, l'enfant ne serait pas attaché correctement. Ça, j'avais rajouté cette diapositive-là suite à une question qui avait été posée, c'est que pourquoi la banquette arrière? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis, est-ce que c'est une loi? Donc, non. C'est sûr que quand on dit qu'il faut installer les enfants sur la banquette arrière d'un véhicule et non à la place passager avant, c'est pas inscrit dans la loi. Par contre, c'est une recommandation, une très forte recommandation de Transport Canada, même des fabricants automobiles. Souvent, vous allez le voir dans le pare-soleil là, à l'avant ou même dans le manuel du propriétaire du véhicule. Puis, ça vaut autant pour les enfants, on dit c'est ça que c'est pour les enfants de 12 ans et moins, préférablement à l'arrière, et ça vaut autant pour ceux qui sont assis dans un siège d'auto que ceux qui n'en ont plus besoin. Puis pourquoi on mentionne cette recommandation-là? C'est à cause du coussin gonflable frontal. C'est sûr que vous allez dire, bien, le coussin gonflable, il est là en mesure de protection. C'est vrai, sauf qu'il y a quand même un risque. Et le risque, c'est de se trouver trop près
du coussin gonflable, en fait, de se trouver dans sa zone de déploiement en cas de collision. Donc, quand le coussin gonflable se déploie, il se déploie avec une force et une vitesse très rapide. Et si on est trop près, ça peut occasionner des blessures et même la mort. Donc, même, ça vaut pour tout le monde. Il faut respecter une distance d'au moins 25 cm entre le couvercle du coussin gonflable et l'occupant. Et ce qui arrive, c'est que les enfants, c'est ça, ils ont tendance à bouger beaucoup sur le siège. Ils peuvent se retrouver très facilement dans la zone de déploiement. Ils sont plus petits, donc ça va être la tête qui va sûrement être à la hauteur du coussin. Alors, on recommande fortement qu'ils soient assis à l'arrière. Et si jamais, en fait, au grand jamais, il faut mettre un siège d'auto qui fait face vers l'arrière sur le siège passager avant, parce que là, c'est en cas de déploiement, le siège va se retrouver coincé entre le coussin gonflable et le dossier. Puis l'enfant, c'est l'enfant qui va être pris en sandwich comme ça. Puis pour ce qui est du siège d'enfant, mettons avec le harnais en 5 points, de toute façon, la sangle de retenue dans le haut du siège est obligatoire au Canada. Puis les véhicules automobiles, habituellement, n'ont pas l'ancrage qu'il faut pour pouvoir fixer correctement un siège d'enfant à l'avant. La troisième phase, qui est notre siège d'appoint, c'est sûr que, bon, si vous n'avez pas d'autre choix que d'installer un enfant qui serait sur un siège d'appoint, même s'il a moins de 12 ans, à l'avant, je vous dirais de reculer au maximum le siège passager, mais c'est vraiment en dernier recours. Mais si vous avez à le faire, ça serait d'éloigner l'enfant le plus possible du coussin gonflable. Oui, mais je vous pose la question parce que c'est sûr, quand vous dites que c'est préférable pour les commissions scolaires, la question qui se pose souvent, c'est de dire, bon, est-ce que c'est illégal? Est-ce que le conducteur va se faire arrêter? Si jamais, est-ce que, bon, là, il y a une question de savoir, certaines commissions scolaires vont dire, on va demander le consentement du parent. Bémol pour nous, c'est toujours dire, tant qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de problème. Le jour qu'il y en a, peut-être que le parent aurait dit, écoutez, là, avoir su qu'il y avait un risque, je n'aurais pas signé de document. La question qui est aussi souvent posée, c'est de savoir, certains véhicules peuvent désactiver le coussin gonflable. Dans un contexte où on dit que c'est un élève, je vous donne un exemple, un élève qui est en 6e année, qui va passer au secondaire l'année d'après. Là, on dit, on recule le siège le plus possible. Ouais. Et puis, peut-être dans un contexte, on est capable de désactiver le coussin gonflable. Est-ce que vaut mieux... c'est quoi la formule gagnante pour nous? C'est laisser le coussin, reculer le siège parce que l'élève a 13 ans ou 12 ans, il s'en va au secondaire. Ouais. C'est ces questions-là, parce que l'importance ou l'impact pour les commissions scolaires est quand même majeur. C'est la différence de dire, on rajoute un véhicule à peut-être 25 à 30 000 parce qu'on veut respecter toutes les recommandations au niveau de la sécurité, mais veut pas aussi, si on pense que les chances sont minimes avec l'âge de l'élève, la taille, parce que ce qui a déjà été dit aussi, c'est pas tant une question de taille physique, mais aussi de la maturité de l'élève. Un élève qui est plus jeune pourrait se déplacer, il n'y a pas les mêmes notions qu'un élève qui est un peu plus vieux, qu'on lui explique, comme l'élève peut être costaud, mais s'il y a des difficultés d'apprentissage, puis on a beau lui expliquer, écoute, il ne faut pas que tu bouges, ça n'a pas d'importance. Il faudrait, j'imagine, là, la préférence, ça serait de l'asseoir sur le siège arrière. Hein? C'est ça. Bien, c'est ça. Le policier ne pourra pas donner une infraction. Fait que ça, c'est la première question que vous avez soulevée. Il n'y a pas d'article en vertu du Code de la sécurité routière qui interdit d'asseoir un enfant à l'avant. Donc, il ne pourra pas donner une infraction pour ça. Là, le deuxième point, bien, c'est sûr que, comme je disais, en préambule, le coussin gonflable, ça demeure une mesure de protection. Fait que si on recule déjà le siège, qu'on parle d'un enfant qui a quasiment 12 ou 13 ans, bien, moi, je ne penserais pas que ce soit nécessaire à ce moment-là de faire désactiver le coussin gonflable. On a déjà reculé le siège, puis parce que c'est sûr qu'il faut penser que si l'enfant... si on se dit, bon, bien, j'ai désactivé le coussin gonflable, alors à ce moment-là, je peux asseoir l'enfant plus proche, mais là, il va quand même se cogner la tête sur le tableau de bord, ce qui n'est pas souhaitable non plus. Dans le fond, le but de reculer le siège passager, c'est vraiment de l'éloigner de la zone de déploiement, de la zone de déploiement du coussin gonflable. Fait qu'à ce moment-là, ce serait préférable de laisser le coussin gonflable là, sur place, selon moi. Là, c'est sûr que
ne suis pas ingénieure, c'est les ingénieurs chez nous qui vont étudier les demandes de désactivation de coussins gonflables parce que c'est sûr que pour faire désactiver un coussin gonflable, ça prend une dérogation là, par la SAC. Donc, c'est ça. Moi, j'irais comme ça. Fait que c'est sûr que pour un enfant qui est sur un siège d'appoint, je n'irais pas jusqu'à une demande de dérogation. Mais au grand jamais, comme je vous disais, un siège d'enfant orienté vers l'arrière, non. Je ne sais pas si ça répond. Je comprends les réalités, comme vous dites, là, ou même ça arrive qu'on a des parents qui ont 4 enfants et qui n'ont pas encore acheté un nouveau véhicule. Bien, il faut ça arrive, là. Alors, on continue avec les berlines, mais cette fois-ci avec les ensembles de retenue et les équipements. Pour les cache-boucles, c'est ça, mes collègues ont statué qu'il n'y a pas de certificat d'exemption qui est nécessaire, puisque le cache-boucle, ce n'est pas une modification permanente à une ceinture de sécurité. Ça n'enlève à rien le port correct, c'est-à-dire le triangle de sécurité habituel qu'on entend par le port correct de la ceinture. Donc, ce n'est pas quelque chose qui contrevient à l'article 396 du Code de la sécurité routière. Ça ne prend pas nécessairement de dérogation pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est ça, au niveau des cache-boucles, moi, ce que j'essaie d'utiliser en premier, c'est la boucle de ceinture retournée. Donc, c'est la première photo. C'est juste pour empêcher de voir le rouge. Des fois, juste voir le rouge, c'est attirant pour l'enfant, puis il va comme jouer avec ça. J'ai déjà essayé de mettre un bas troué aux 2 bouts, puis retourner la boucle, tout ça. J'ai essayé plusieurs fois avec des grands espoirs, mais ça n'a jamais fonctionné. Mais vous êtes libre de l'essayer. Mais sinon, les 2 cache-boucles qu'on utilise beaucoup à notre école, c'est le Seatbelt Buckle Guard. Lui, on doit mettre, il est quand même facile d'utilisation, mais on doit mettre la ceinture de sécurité, la boucle, dans la première fente, proche de la cuisse. Certaines personnes se trompent, on la met au milieu ou plus loin, puis là, ça devient vraiment difficile à détacher. Fait que ça, c'est vraiment son inconvénient. L'autre affaire, c'est que les élèves, ils comprennent vite que tu rentres la ceinture là-dedans, il y a une autre ceinture à côté de moi, ils apprennent puis ils la détachent. Fait que ça, c'est quand même assez commun. Sinon, il y a le Seatbelt Buckaroo. Lui, il est arrivé, je pense, l'année passée. En tout cas, je l'ai découvert juste l'année passée, puis je l'aime davantage parce qu'il est plus facile d'utilisation. On le met dessus, puis la ceinture, il y a juste un trou dans lequel elle peut aller. Donc, pour l'utilisation, l'enseignement, la formation aux conducteurs puis aux parents, c'est plus facile. Mais on peut prendre une clé. L'autre aussi, on peut prendre une clé. Moi, je dis tout le temps, utilisez votre clé. Comme ça, l'enfant, il va penser qu'il faut une clé pour l'ouvrir. Tu sais, il y a plus de chances que si vous prenez un bâton de popsicle ou d'autres choses, il peut se dire, je vais utiliser le zip, ma tige de lunettes ou mon zip ou d'autres choses. Mais par contre, même avec le petit trou, on peut quand même prendre la ceinture à côté puis le détacher. Alors, c'est pour les Houdini, ceux qui sont très vite, ça ne fonctionne pas, les cache-boucles. Il y en a quand même 2 autres sortes. De type pilulier, puis le Angel Guard, sont comme moins contraignants dans le sens que vous n'avez pas vraiment besoin d'outils en cas d'urgence pour les ouvrir. Le pilulier, vous avez juste à dévisser, puis l'enlever. Puis l'Angel Guard, il faut comme le twister, mais encore là, il faut savoir la technique pour le twister. Puis, c'est ça. Moi, je trouve personnellement, c'est un peu des cochonneries. Là. En une semaine, ça ne fonctionne plus vraiment bien. Fait que je trouve que ça donne un faux sentiment de sécurité, mais vous êtes libre de les utiliser. J'ai oublié de dire que le Buckaroo, en cas d'urgence, il y a comme un petit clip ici qu'on peut détacher, puis ça fait comme un petit bâtonnet là, pour l'ouvrir si quelqu'un a oublié sa clé puis il y a une urgence. Puis c'est certain, quand on met des équipements comme ça, je recommande toujours d'avoir un coupe-ceinture dans le véhicule, là, que ce soit si vous ayez un harnais, un cache-boucle, n'importe quoi, un coupe-ceinture automatiquement en cas d'urgence. Est-ce que ça répond à vos questions sur les cache-boucles? Oui. Comment ça s'écrit? Oui, c'est Bucklero. Puis c'est disponible juste aux États-Unis, ces trucs-là. OK, c'est ça. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais on peut aussi bloquer la ceinture. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé pour vous-même,
Mais dans tous les véhicules, quand on se rend jusqu'au, excusez mon anglicisme, mais jusqu'au ratchet de la ceinture, puis qu'après, dans le fond, on tire sur la ceinture jusqu'au bout, puis après ça, quand ça fait un clic, on la rentre, bien, à ce moment-là, plus on va bouger sur le siège, plus la ceinture va se resserrer sur nous. Donc, bien, c'est pas quelque chose qu'on recommande d'emblée, mais je vous dirais que c'est pas nécessairement non sécuritaire, dans le sens que c'est quelque chose qui peut être utilisé facilement pour justement un enfant qui aurait tendance à trop s'approcher du coussin gonflable. Ça pourrait être un truc à faire, c'est-à-dire de se rendre jusqu'au bout de la ceinture puis de la bloquer comme ça. Donc, mais c'est ça. Si l'enfant n'a pas de problème de comportement, c'est pas quelque chose à utiliser d'emblée, là, parce qu'en cas de collision ou d'arrêt brusque, même juste, vous pouvez l'essayer vous-même dans le véhicule, on fait juste avancer un petit peu, puis la ceinture bloque automatiquement. Donc, ça ne prend pas ça pour se protéger en cas d'accident. C'est ça. Mais moi, la ceinture bloquée, je l'utilise vraiment beaucoup. Donc, j'utilise le cashbook, puis la ceinture bloquée. Puis ça remplace beaucoup de gilets de sécurité type Easion et harnais. On s'en sort souvent en faisant juste ça. Puis si l'enfant est dans un siège d'appoint, c'est encore mieux, il est encore plus serré de contenu. Donc, j'utilise avec les sièges d'appoint la ceinture bloquée. Là, j'ai une vidéo pour vous montrer une petite démonstration. Pour mettre le cache-boucle et la ceinture, on met le cache-boucle en premier. On attache à la première fente. On tire la ceinture jusqu'au bout. On laisse aller la ceinture. On s'assure que l'élève a les fesses complètement dans le fond, les épaules dans le fond. On laisse aller la ceinture jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jeu dans la ceinture. Pour détacher, on prend un objet pointu, comme une clé. On passe au travers une fente. On déclipe. Mais moi, même maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que je relève le manteau de l'élève pour que vraiment la ceinture aille sur les os des hanches puis qu'il y ait le moins de jeu possible parce que j'ai vraiment des petits Houdini là, qui ont tendance à passer en dessous ou par-dessus. Puis là, ça peut être encore plus dangereux, ça peut être un risque d'étranglement. Fait qu'on veut vraiment pas qu'il y ait de lousse, là. Donc, si vous avez un élève qui sort de ça, qui a un siège à poing, qui sort de la ceinture bloquée, tout ça, c'est peut-être parce que la personne qui l'a mis en place n'a pas utilisé la technique comme il faut, ou sinon c'est un vrai Houdini, puis là, je vais avec le gilet de sécurité ou le harnais. Il y en a tout plein là, de types de ceintures de sécurité, de harnais. On peut utiliser un siège d'appoint en combinaison, c'est correct. Mais par contre, on doit toujours utiliser la ceinture de sécurité en combinaison avec un système comme ça. Ça ne remplace pas la ceinture de sécurité. Puis la ceinture de sécurité doit être bien portée là, au niveau de la clavicule. Ça, c'est le fameux gilet Easion. Pourquoi il est si fameux? C'est parce qu'il répond à des normes américaines. Donc, il n'y en a aucun qui répond aux normes canadiennes, mais au moins, celui-là, il répond à certaines normes, dont les normes américaines. C'est le plus utilisé au Québec, puis c'est surtout utilisé comme contention. Nathalie va vous dire que des fois, elle reçoit des demandes de dérogation du port de la ceinture de sécurité. Puis ça, c'est juste dans les cas où, bien ça, habituellement, je vais vous expliquer, là, c'est une courroie qui va autour du banc, qui a des crochets en haut, qui s'attachent au clip d'en haut comme ça, puis au clip d'en bas. Mais il y a dans certains cas qu'on va passer la ceinture de sécurité dans les loupes ici. Fait que la ceinture baudrier, elle passe dans les loupes d'en bas, donc on ne porte plus la ceinture de sécurité comme il faut, donc il faut une dérogation. Alors, évitez ça le plus que possible. Faites juste la porter, les clips en haut, les clips en bas, avec un siège d'appoint, puis vous devriez être correct là, pas avoir besoin de dérogation, mais avant, c'était beaucoup utilisé comme ça, ces gilets-là. Donc, il y en a plusieurs marques. Là. Moi, je n'ai pas une marque de préférence. Il y a la School Bus Part, ça, c'est celle-là, là, qui ressemble à la Easion, mais qui a un plastron en Bourgogne ou en cuirette ouvert. Ça là, sur
sur la photo, c'est PSP Argentino. Ça, c'est bon, c'est une compagnie montréalaise qui peut faire des gilets de sécurité sur mesure. Donc, si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez aller les voir. C'est tout le système là, de la courroie qui s'enroule autour du banc, puis que vous clippez. Pour les plus petits enfants, puis les houdini, il faut toujours avoir des sangles d'entrejambe parce que sinon, ils peuvent se sortir. C'est possible de se sortir de ça par en dessous. Donc, si vous avez les sangles d'entrejambe, au moins comme ça, ils ne glisseront pas par en dessous. Alors, là, on va parler de l'utilisation d'un fauteuil roulant. Oh, il y a une Est-ce que je question. peux poser juste une question par rapport au niveau des harnais? Est-ce que vous avez vu un nouveau produit qu'on a vu de Eureka Solutions, un genre de nouvel harnais qui est utilisé? Est-ce que... La Careva? Oui, Oui, c'est c'est ça. ça là que j'ai montré tout à C'est l'heure. celui? Ah oui, Il y en a OK. plusieurs types. Là, je ne les ai pas toutes montrées. Est-ce que c'est le type que c'est une ceinture comme pectorale qu'elle s'appelle? Oui, Qui a je une crois que clip. Oui, Oui, OK. c'est ça. Ça, c'est beaucoup utilisé comme ceinture de positionnement. Mettons un élève qui n'a pas de tonus, qui a, je ne sais pas moi, le spina bifida ou paralysie cérébrale, puis qui n'est pas capable de se tenir droit, on va l'utiliser, mais ça peut être aussi utilisé comme contention. Puis l'avantage de ces mesures de positionnement-là, c'est que ça s'enroule encore autour du banc, puis ça a été testé en Suède. Donc, moi, j'ai comme partie de ce principe-là que, eux autres, ils l'ont testé en Suède, que ça s'enroule autour du banc, puis qu'on met la ceinture de sécurité. Donc, c'est pour ça que je me permets d'utiliser les autres, comme le gilet de sécurité Easy On, qui est censé être ancré dans le véhicule. Moi, je ne l'entre pas dans le véhicule, je fais juste l'enrouler autour du banc parce que j'utilise la ceinture de sécurité de façon conforme. Là. OK, parfait. Ça répond OK, avec, merci. on pourrait en parler longtemps de tout ça, je me rends compte. Alors, oui, c'est ça. On voulait vous mentionner quelques informations sur l'utilisation d'un fauteuil roulant comme place assise. Dans le fond, que la personne, l'occupant, reste assis sur son fauteuil roulant dans le transport. Ce qui est important de mentionner, c'est que la ceinture de sécurité, bien, c'est pas de sécurité. La ceinture qui vient avec un fauteuil roulant, c'est une ceinture de positionnement. Ce n'est pas une ceinture de sécurité, justement. Alors, quand une personne demeure assise dans son fauteuil roulant, c'est important d'utiliser la ceinture de sécurité du véhicule si elle est encore là. Mais des fois, quand le banc est enlevé, bien, il n'y a plus la ceinture, là, ou des fois, il y a juste la partie mâle, mais pas la partie femelle de la ceinture. Donc, s'il n'y a plus une des deux parties de la ceinture, bien, il faut utiliser celle qui va être ajoutée au véhicule en même temps que les ancrages. Parce que c'est ça. Sinon, bien, à ce moment-là, la personne n'est pas du tout retenue convenablement en cas d'accident. Puis, si c'est un enfant, si on parle d'un enfant de moins de 145 cm ou de moins de 9 ans, qui est assis dans son fauteuil roulant, comme place assise dans le transport, bien, ça nécessite, au sens du Code de la sécurité routière, une dérogation parce que le fauteuil roulant n'est pas considéré, selon le règlement fédéral, comme un siège d'auto. Puis comme notre règlement provincial réfère au règlement fédéral pour la conformité, donc ça prend un certificat d'exemption, là, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, j'ai appris ça tout à l'heure. Puis le non-sens là-dedans, c'est que le même enfant dans le même fauteuil en autobus n'a pas besoin de dérogation. Non, c'est ça, parce que là, dans l'autobus scolaire, dans le fond, comme il n'y a pas de ceinture de sécurité, bien, il n'y a pas d'exigence d'être dans un siège d'auto. Donc, si on suit la logique, bien, à ce moment-là, il n'y a pas de dérogation nécessaire. C'est ça, il faut suivre la logique. Dans le fond, c'est la logique réglementaire, tu sais, que... Parce que là, c'est ça, on n'a pas abordé encore la question des autobus scolaires, mais je vais vous parler d'une petite exception là, qu'il y a dans l'article 397, mais on l'avait volontairement mis dans la section autobus scolaire qu'on aborde dès maintenant. C'est ça, là, je vais essayer de prendre le mieux la place de ma collègue là, qui est absente aujourd'hui. Mais comme on disait tout à l'heure, si jamais vous avez des questions, Jonathan les prend en note, puis on va lui poser. Mais la section qui suit, c'est Marie-Ève l'a rédigée, donc moi, je vais juste vous la mentionner.
Alors, aux rôles et responsabilités qu'on a mentionnés au début, s'ajoute pour les autobus scolaires le règlement sur la formation des conducteurs d'autobus et de minibus affectés au transport des écoliers. Et le certificat de compétence, c'est le ministère des Transports là, qui s'en occupe. Donc, il y a le règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves. On l'avait dit au début, ce règlement-là prévoit les normes de construction et d'aménagement des autobus scolaires. Et il réfère aussi au règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées lorsque l'autobus est modifié pour le rendre accessible aux élèves handicapés, notamment en ce qui concerne les ceintures de sécurité et les emplacements de fauteuils roulants, la plateforme élévatrice et les rampes d'accès. Ensuite, ce même règlement-là sur le transport des élèves prévoit les normes d'utilisation, dont les obligations du conducteur. Et certaines obligations sont que le conducteur ne peut pas quitter l'autobus quand il y a des élèves à bord, sauf en cas d'urgence, ou pour assister un élève handicapé à monter et descendre, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, qu'il ne peut autoriser plus de 3 élèves par banquette et qu'il doit s'assurer que les élèves sont assis de façon sécuritaire. Ce même règlement-là prévoit les normes d'utilisation, dont les obligations du conducteur qui transporte un élève handicapé. Donc là, on va préciser davantage la question des élèves handicapés. Alors, le conducteur doit assister l'élève handicapé pour monter et descendre, et on précisera ce qui est assisté. Si l'élève nécessite son aide, il doit immobiliser le fauteuil roulant et s'assurer que la ceinture de sécurité de l'élève soit attachée avant de reprendre le parcours. Il doit assister l'élève dont le fauteuil roulant ne peut pas être immobilisé et l'élève atteint d'une déficience n'affectant pas sa mobilité pour qu'il soit assis sur une banquette. Et il peut refuser, en fait, je pense que c'est l'obligation de refuser de transporter l'élève dont le fauteuil roulant ne peut pas être immobilisé et qu'il ne peut s'asseoir sur une banquette. Et il doit le confier à ce moment-là à une personne majeure. Au niveau des ensembles de retenue dans un autobus scolaire, c'est là où je vous avais dit qu'il restait une exception, nous, dans le Code de la sécurité routière, à l'article 397, c'est qu'on dit que tout enfant doit être assis dans un siège d'auto s'il mesure moins de 145 cm ou âgé de moins de 9 ans. Sauf que ça, c'est obligatoire, les sièges d'auto, lorsque le siège est muni d'une ceinture de sécurité. Donc, comme pour l'instant, il n'y a pas de ceinture de sécurité dans les autobus scolaires, alors il n'y a pas d'obligation à ce que l'enfant soit dans un siège d'auto. Bien, évidemment, pour ce qui est du siège d'appoint, comme le siège d'appoint sert à surélever l'enfant pour porter correctement la ceinture, s'il n'y a pas de ceinture, le siège d'appoint ne sert à rien. Puis c'est important aussi de mentionner que tous les fabricants de sièges d'appoint qui vendent leurs sièges au Canada, nécessitent l'utilisation d'une ceinture en 3 points. Donc, on ne pourrait pas utiliser seulement qu'une ceinture sous-abdominale avec un siège d'appoint. Puis, pour ce qui est, c'est ça, des autres types de sièges, là, les phases 1 et 2 que je vous ai parlé tout à l'heure, même s'il n'y a pas d'obligation, c'est sûr que eux, ces sièges-là qui sont fixés au véhicule, comme maintenant il y a des ancrages dans les premières rangées de banquettes, bien, ils peuvent être utilisés, mais ce n'est pas une obligation légale d'utiliser les sièges de bébés et d'enfants dans un autobus scolaire. Transport Canada exige que tous les autobus scolaires dont le modèle est plus récent que 2007 soient munis justement d'ancrage pour les premières rangées de banquettes. Ça avait été fait pour surtout les enfants d'âge préscolaire qui utilisaient des autobus scolaires pour qu'ils puissent être retenus correctement, parce que Transport Canada a fait une étude qui démontrait que les enfants qui sont d'âge préscolaire, alors on parle... là, c'est peut-être plus vrai que les maternelles 4 ans, là, mais eux autres, y allaient jusque les enfants en très bas âge, mettons de 18 mois jusqu'à 4 ans. Ça serait plus sécuritaire qu'ils soient installés dans un ensemble de retenue dans un autobus scolaire parce qu'ils ne pouvaient pas être correctement assis avec le dos bien appuyé au dossier de la banquette de l'autobus, avec les genoux bien pliés, puis que l'effet de compartimentation ne serait pas aussi efficace avec un enfant en très bas âge. Donc, c'est pour ça qu'ils ont exigé les ancrages aux premières rangées de banquettes. Mais c'est ça, aller jusqu'au maternelle 4 ans, ça ne concernait pas nécessairement le transport scolaire. C'était vraiment les garderies ou autres organismes qui voulaient l'utiliser. Et il existe aussi dans les autobus scolaires des ensembles de retenues qui sont parfois intégrés au banc de l'autobus qui peuvent être utilisés.
Mais encore une fois, il n'y a pas d'exigence légale en vertu du Code de la sécurité routière là-dessus. Ça, j'en ai vu, là, puis j'en ai vu dans 2 autobus différents, mais ils semblaient complètement pareils. C'est comme une petite porte qui s'ouvre puis qu'il y a le harnais dedans. Mais si on lit comme il faut l'étiquette, il y en a un qui était bon jusqu'à 65 livres, puis l'autre qui semblait complètement identique était bon jusqu'à 85 livres. Fait que vraiment lire les instructions là, avant de l'utiliser, mais ça semble être des bons produits, là, selon moi. Alors, on fait juste une diapositive rapide là, sur la question des ceintures de sécurité dans les autobus scolaires. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir là, que le gouvernement fédéral s'est engagé à étudier la sécurité des autobus scolaires et notamment l'utilisation des ceintures. C'est sûr que là, le spotlight est pas mal mis sur les ceintures. Donc, ils ont créé un groupe de travail le 21 janvier dernier. Et ça rassemble des représentants des gouvernements fédéraux, provinciaux, territoires, les représentations d'associations, des constructeurs, des commissions scolaires. Donc, certains d'entre vous ici sont sur ce comité-là. Puis l'objectif, c'était d'examiner les mesures qui permettraient de renforcer la sécurité des autobus scolaires, notamment la ceinture. Mais comme je disais, c'est sûr que là, l'emphase est beaucoup mise là-dessus, mais on ne peut pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, là, parce que c'est pas nous qui gérons ce comité-là, puis on y participe, mais ça va très vite là, dans les travaux, mais on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Alors, ça va être à suivre. Ici, j'avais ressorti des photos là, à titre indicatif. Là, c'est juste qu'aux États-Unis, il y a quelques États américains là, qui ont maintenant des ceintures de sécurité dans les autobus scolaires. Mais il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y en a 6 ou 7 États américains qui ont ça comme obligation. Puis, ils n'ont pas tous des ceintures en 3 points. Il y en a que c'est des ceintures en 2 points seulement, mais ceux qui c'était des ceintures en 3 points. Fait que j'imagine que les photos, c'est les fabricants là, qui fournissent là, ces États-là. Donc, on voit là, que c'est des ceintures qui s'ajustent en hauteur. Donc, pour ceux qui avaient peur que, au niveau, je vous parlais tout à l'heure, que pourquoi qu'on exige des sièges d'appoint dans les berlines scolaires ou dans les véhicules de promenade, c'est parce que la ceinture ne fait pas pour les enfants, mais c'est pour des adultes. C'est sûr que si on arrive avec des ceintures qui s'ajustent en hauteur comme ça, puis qui font jusqu'à pour toute grandeur d'enfant, bien, on comprend que le siège d'appoint ne serait pas... on irait probablement avec... ne pas obliger les sièges d'appoint parce que ça ne servirait pas. Tu sais, le booster sert à vraiment surélever l'enfant pour que la ceinture soit portée correctement. Mais là, je vous dis, c'est juste des suppositions. Je dis, on n'en est pas rendu là encore dans l'analyse. Dans le fond, le gilet de sécurité Easy-On puis les autres harnais, il y en a beaucoup qui ont été faits pour les autobus. Mais c'est ça, qu'est-ce que j'utilise dans les berlines? C'est la même chose que vous voyez sur la photo, là, la courroie qui s'enroule autour du banc. Il y a aussi, la deuxième photo, c'est le siège d'auto. C'est comme un siège d'auto portatif, là. Il s'appelle le PCRY, Portable Child System, mais il y en a d'autres marques aussi. Ça fonctionne bien, je l'utilise pour certains élèves là, qui devraient être dans un siège d'auto s'ils étaient dans une berline, mais là, il faut qu'on les transporte en autobus, donc là, on est comme mal pris. En fait, les sièges d'auto qu'on installe dans les autobus, moi, mon expérience, c'est que les banquettes sont vraiment rapprochées, puis l'enfant a les genoux tout pognés, donc ça fonctionne très mal, là. Donc ça, ce système-là, ça fonctionne bien. Puis ce que Marie-Ève m'avait dit là, du ministère du Transport du Québec, c'est qu'on n'a pas de besoin, c'est pas illégal parce qu'il n'y a pas de règlement comme quoi il doit y avoir une ceinture de sécurité dans l'autobus, donc ça tombait comme dans un flou, donc il n'y a rien d'illégal là-dedans. Au niveau de la sécurité, ben c'est des systèmes qui ont été testés aux États-Unis. Par contre, il faut faire attention, tout ça, ça peut être une contention. Puis, si c'est une contention, c'est-à-dire une contention, c'est que l'élève ne peut pas se détacher lui-même, puis rester dans ses mouvements, là, ça doit être encadré. OK. Au niveau des équipements, qui décide? Au niveau des sièges d'auto, c'est tout le monde. C'est la responsabilité du parent, du conducteur, du transporteur. En fait, c'est pas une personne en particulier. Là. Il n'y a pas de loi pour ça. Là. C'est tout le monde. Mais au niveau de la contention, il y a la loi 90 qui existe. Puis, en principe, ça devrait être les ergothérapeutes. Dans les faits, c'est vraiment une pratique qui est en train de se développer.
Mais si vous avez une ergo dans votre commission scolaire, puis vous pensez avoir besoin d'un gilet, puis vous avez tout essayé, les sièges d'appoint, sièges d'auto, en tout cas, c'est bon d'avoir une ergothérapeute parce que un gilet de sécurité Zion, par exemple, ça ne répond pas aux problèmes de comportement comme donner des coups de pied, donner des coups de poing, cracher. Il y a plein de problématiques qui ne sont pas réglées par l'équipement. Donc, c'est pour ça qu'il faut une professionnelle pour ça. As-tu d'autres choses à dire? Non? C'est bon. Alors, on serait rendu à la période de questions. S'il y a des questions supplémentaires. Ah, mais toi, tu as parlé de tes brochures. Oui. Moi, je vais me parler de notre commission scolaire. En fait, moi, quand j'étais venue présenter ici la première fois, c'était pour présenter le protocole au niveau des contentions dans le transport scolaire qu'on faisait à mon école spécialisée. Mais maintenant, ce protocole-là, il était adapté à toute la commission scolaire. Puis, on devrait l'implanter d'ici septembre prochain. Puis quand ça va être implanté, ça va être diffusé là, sur notre site web. C'est le document FGJ 21, là, comme il est écrit ici. Là, puis tout le monde va pouvoir en bénéficier. Donc, c'est ça. Donc, on est rendu aux questions. Vous êtes tous fatigués à cette heure-là. On vous a assommé. Oui, Jonathan. Merci pour la présentation, c'est très intéressant. Si on paye un parent pour faire du transport de son enfant, savez-vous si on est obligé de s'assurer du respect de tous les règlements qui sont en lien avec son transport? Par exemple, moi je paye des parents pour transporter leur enfant handicapé parce que c'est moins cher que d'engager un véhicule adapté pour une année. Bien, en fait, moi, je parlais pour ce qui est du code de la sécurité. Du code de la sécurité routière, dans le fond, c'est que comme c'est le conducteur qui est responsable des passagers de moins de 16 ans, bien, c'est sûr que là, par rapport, c'est le parent qui conduit le véhicule va être responsable de s'assurer que les enfants sont correctement attachés. Oui, le code, dans le fond, c'est le code, c'est pour tout le monde, là, que ce soit un parent qui conduise ou un conducteur, c'est les mêmes règlements pour tout le monde, puis la contravention, bien, elle va au conducteur. C'est ça, ils ne font pas de différence si c'est un parent ou quelqu'un qui est engagé par une commission scolaire. Moi, j'aurais une question juste par rapport aux formations pour les conducteurs de berline, les compagnies de transport avec lesquelles les commissions scolaires font affaire. Est-ce que la SAC, parce que souvent, on a une compagnie de transport, on leur explique, bon, voici, on fournit les sièges d'appoint, on trouve les équipements, mais surtout avec la nouvelle mesure qui va faire en sorte qu'on risque d'avoir de plus en plus de sièges, est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait, au niveau de la SAC, envoyer nos transporteurs ou des conducteurs? Je sais que dans notre commission scolaire, on avait déjà demandé à la police de se présenter, qui donnait comme une petite formation au niveau des représentants de ces compagnies-là, pour qu'eux, minimalement, aient les connaissances de base. Mais est-ce qu'il existe d'autres services au niveau de la SAC qui pourraient aider les commissions scolaires? Oui, présentement, il y a le réseau de vérification de sièges d'auto pour enfants qui existe. Ça, c'est nous, la SAC, qui mandatons CA Québec pour former des futurs vérificateurs. Et les parents, n'importe qui peut prendre rendez-vous chez un membre du réseau de vérification, puis la liste des membres du réseau. Puis ça, c'est provincial. Là. Dans le fond, il y a des membres du réseau de vérification à travers la province. C'est un service gratuit. Donc, le parent appelle chez un membre du réseau puis peut aller faire vérifier son siège dans le véhicule. Fait que ça, c'est au cas par cas pour un enfant ou, mettons, un conducteur qui voudrait aller voir pour sa berline à lui. Ça se fait. Mais pour ce qui est de la formation en tant que telle, des fois, nous, par ce réseau-là de vérification, les formateurs qui, normalement, forment des vérificateurs, ça arrive. On le fait, par exemple, pour les infirmières dans les hôpitaux. Ils vont aller former des groupes qui ont à véhiculer des enfants au quotidien, puis pour s'assurer qu'ils savent comment utiliser les sièges d'auto correctement. Puis oui, fait que ça c'est possible de le faire. Je vous dirais de me contacter. Puis je vais faire le suivi là, auprès de CA Québec là, pour voir si on pourrait insérer ça dans... Ça sort... En fait, c'est pas le genre de demande qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais oui, c'est vrai que c'est pertinent de savoir comment bien attacher les enfants, puis s'assurer, parce que vous en transportez beaucoup. Fait que, Et aussi, tout ce qui touche au niveau des attaches pour les fauteuils roulants, c'est sûr que, bon, en termes de quantité, on en a moins, beaucoup moins,
Mais à partir du moment où il y a un véhicule, une berline ou une fourgonnette qui est adaptée avec des ancrages, puis on veut s'assurer, comme commission scolaire, que le travail a été bien fait et que le conducteur comprend très bien quelle façon que la chaise doit être attachée pour le rendre sécuritaire. Jusqu'à présent, on utilise les ressources de l'école parce que souvent, c'est des écoles spécialisées qui ont des ergots. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens pour les commissions scolaires ou est-ce qu'encore là, on peut communiquer avec la SAC pour… Bien, là, non. J'avoue que ça ne fait pas partie du mandat du réseau, Ça là, les serait formateurs. Bien, je pense, non, je ne pensais pas que le ministère ait des formations là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, au niveau des ancrages des véhicules, oui, les ingénieurs chez nous, tu sais, ils connaissent bien ça, puis ils sont capables de renseigner, mais il n'y a pas, bien, à ma connaissance, eux autres, ils ne donnent pas de formation là-dessus. Moi, je pensais que c'est ça, c'était plus que les gens se tournaient plus vers les ergothérapeutes parce que c'est sûr que quand on parle de l'usage d'un fauteuil roulant, c'est sûr qu'il y a des ergothérapeutes qui sont impliqués dans le dossier habituellement, mais de là à savoir est-ce que les ergots en font des formations comme ça, je ne penserais pas. Hein? Pas vraiment. Ouais. Nous autres, on pensait tout le temps que c'est l'installateur qui doit suivre les règlements parce que c'est des lois, là. Donc, pourquoi qu'il suit les lois au niveau des ancrages, mais il ne suit pas les lois à propos de la ceinture de sécurité? Moi, je ne comprends pas. Puis, en plus de ça, on a déjà eu, c'est la SAC qui vient vérifier tous les feux de signalisation des… c'est qui vérifie ça? Les feux de signalisation? Contrôleur routier. Bon, il est déjà venu voir nos autobus, puis il ne regarde jamais l'intérieur au niveau des fauteuils roulants. Donc là, nous autres, il manquait des ceintures de sécurité, tout ça, mais ça s'était fait évaluer plusieurs fois, puis il ne l'avait jamais relevé, puis il n'avait pas été capable de me répondre pourquoi il ne vérifiait pas ça. C'est quand même bizarre. Peut-être d'écrire la question, puis moi, je vais essayer de voir s'il pourrait y avoir quelqu'un là, qui pourrait faire ce genre de formation-là, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Fait que c'est sûr que je comprends que c'est un besoin, par contre. Là. Fait qu'on on va le considérer. Oui. OK. Puis est-ce que vous savez s'il y a eu des tests, comme vous avez montré au niveau des berlines et pour les autobus scolaires, est-ce qu'il y a des équivalents au niveau des mêmes véhicules avec des chaises roulantes ou des fauteuils roulants qui sont à bord? Bien, il y a des fauteuils roulants qui sont testés pour être utilisés dans un véhicule comme place assise. Puis c'est pas tous les fauteuils roulants qui ont subi des crash tests. Là. Donc, pour ce qui est c'est parce qu'on dirait c'est plusieurs morceaux qui s'emboîtent. Donc, les ancrages, eux autres, ils doivent répondre à des normes, puis les ancrages sont testés. On ne peut pas mettre des ancrages non testés dans un véhicule. Par contre, il n'y a pas de réglementation précise par rapport aux fauteuils roulants lui-même, mais de plus en plus, c'est ça, les ergothérapeutes vont utiliser des fauteuils roulants qui sont normés pour être utilisés comme place assise dans un véhicule. Fait que, oui, ça en fait, mais tu sais, c'est comme, j'ai l'impression là, que c'est indépendant. Tu sais, les ancrages sont testés, les fauteuils roulants sont testés pour certains. OK, merci. Je veux garder ça simple, la gestion, avec la nouvelle loi le 18 avril. Je pensais peut-être dire que tous les enfants de 8 ans et moins auraient tout simplement un banc. Est-ce qu'un enfant de 150, 160 cm est-ce que le fait d'avoir un banc, ça peut représenter une problématique? Bien, je vous dirais que c'est moins de 9 ans. Fait que dans le fond, l'enfant, c'est obligatoire. Jusqu'à temps qu'il souffle, c'est 9 bougies qui soient sur un… 8 ans et moins, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. Puis, c'est ça. Pour ce qui est du 145 cm, bien, à ce moment-là, il faut aller voir avec le siège d'appoint jusqu'à… C'est quoi les normes au niveau de la grandeur maximum puis le poids maximum du siège d'appoint? Ça, c'est écrit sur le siège. Fait que, effectivement, souvent… il ne faut pas nécessairement débarquer l'enfant absolument du siège d'appoint à 145 cm. Il peut continuer de rester assis tant qu'il respecte les normes du siège d'appoint, c'est-à-dire du poids et de la taille. Puis ça, c'est indiqué sur le siège parce que les sièges d'appoint, il y en a qui vont jusqu'à 100 livres, puis il y en a d'autres que c'est moins. Fait que c'est vraiment à vérifier avec le siège en lui-même. Puis aussi, au niveau de l'appui-tête, c'est que s'ils sont trop grands, là, l'appui-tête va arriver en bas du lobe d'oreille. Donc, ça ne protégera pas le cou. Donc, ça peut être une problématique. Puis aussi, dans les berlines, souvent, ce que je vois, c'est que le siège, la banquette arrière, le siège du milieu, il n'y a pas d'appui-tête.
Donc, même pour ceux qui sont sans siège d'appoint, c'est pas très sécuritaire. Mais s'il y a un siège d'appoint en plus à cette place-là, puis c'est un grand, oui, ça pourrait être problématique. Donc, il faut valider chacun des enfants. Oui, bien, dans un monde idéal. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être que les parents vont être plus conscientisés aussi éventuellement, puis savoir la grandeur de leur enfant, puis le dire systématiquement. C'est ça que j'espère, que les parents soient mieux informés, plus conscientisés. Mais comme je disais tout à l'heure, au-delà de la grandeur du 145 cm, là, sans que le conducteur ou je ne sais pas là, qui va être responsable de le mesurer, là, c'est sûr que c'est le cas. Quand il est dans le véhicule routier en mouvement, c'est le conducteur qui est responsable s'il se fait intercepter, mais je veux dire, nous, la SAC, on ne s'occupe pas de savoir c'est qui va prendre la décision de le mettre sur un siège d'appoint ou pas. Mais au-delà du 145, pour pas que la personne aille à sortir son galon, c'est vraiment en l'assoyant sur la banquette directe du véhicule, comme je vous disais, les 4 conditions d'avoir le dos appuyé au dossier, que ses jambes soient bien pliées, puis que la ceinture passe aux bons endroits, c'est l'indicateur que c'est correct puis qu'il peut porter correctement la ceinture. Fait qu'on n'est pas obligé de le mesurer. Juste ça correspond à la taille de la ceinture, dans le fond. Moi, j'ai un détail qui m'est revenu, que j'ai oublié de dire, c'est à propos des autobus scolaires. J'ai parlé beaucoup des gilets Ision, les sièges PCR, tout ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous en installez un, le siège qu'il y a en arrière de la personne qui porte cet équipement-là doit aussi être avec une ceinture ou un gilet Ision ou quelque chose pour le retenir, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que là, l'effet de compartimentation, s'il arrive un accident, l'enfant va être projeté dans le banc en avant qui va s'écraser, mais s'il est retenu, l'enfant d'en arrière va arriver comme dans un mur de briques, dans le fond. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous planifiez. Ça devient compliqué, là, des gilets de sécurité puis ces équipements-là dans les autobus. Donc, c'est d'en avoir le moins possible, puis là, vous allez avoir moins de casse-tête. Sinon, il faut toutes les corder du même côté pour pas pour que l'effet de compartimentation fonctionne. Ou de laisser un banc libre. Là, ça fait moins d'élèves dans le véhicule. Ça suscite, ça fait réagir. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires? C'est ça, moi, je voudrais juste donner un petit truc que moi, j'ai fait cette année là, pour, dans le fond, le fameux 145 cm. Là. Moi, dans le fond, j'étais allé au Dollarama, j'ai acheté du tape de couleur original. Là. Puis, j'ai demandé à mes transporteurs qui ont du transport par berline de mettre à 150 cm la ligne de collant. Puis, je leur ai donné une pile de feuilles à remplir par le parent, parce que là, les gens, ils sont mal à l'aise de mesurer l'enfant, puis de tenir le ruban sur lui, ou peu importe. Puis, dans le fond, tous les élèves qui sont en dessous de la ligne, ils remettent un formulaire à signer du parent et que le parent signe comme de quoi il atteste des mensurations de l'enfant, donc son poids, sa grandeur et la date. Donc, à ce moment-là, ça enlève le malaise que peut avoir le chauffeur de mesurer l'enfant et son insécurité par rapport à ces données-là qu'il aurait à remplir. Là. Donc, en tout cas, moi, j'ai fait ça, puis ça a très bien passé. Là, puis c'est ça, ça n'a pas coûté cher. C'était au Dollarama que j'ai réglé ça. C'est bon. Je voulais savoir, concernant le comité fédéral là, du 21 janvier, est-ce que, là, tu as dit que les travaux se déroulaient de façon rapide, mais est-ce qu'il y a une date de fin de prévue de ces travaux-là, étant donné qu'il y a des élections au fédéral au mois d'octobre? Je siège à ce comité-là. On se parle tous les vendredis après-midi avec l'ensemble des provinces et des territoires canadiens, avec aussi les différentes administrations. L'objectif, c'est de déposer un rapport à la fin avril au ministère des Transports, qui, eux autres, après ça, prendront les décisions à savoir est-ce qu'ils iront de l'avant avec des ceintures de sécurité, est-ce qu'il y aura un rétrofit, est-ce que ça sera dans le temps, pendant combien d'années, etc., etc. Qui va payer, naturellement, aussi, hein? C'est une question importante. Alors, tout ça, au moment où on se parle, il n'y a pas de réponse. On est encore en train de faire inventorier les autobus, l'âge des autobus, comment ça représenterait chez les fabricants le temps pour aller installer des ceintures de sécurité dans tous les autobus si jamais il y avait un rétrofit. Alors, on est plus à collecter des données au moment où on se parle avant de savoir vraiment un calendrier précis si jamais ça rentre en vigueur.
Bon, bien, si ça fait le tour au niveau des questions, j'aimerais remercier Mme Drouin et Mme Caron de votre disponibilité, tout le travail que vous avez mis pour la présentation d'aujourd'hui. Votre disponibilité après aussi, parce que souvent les questions nous viennent toujours après, de dire « Ah, j'aurais posé telle question » et de la participation au niveau de notre CP. Merci beaucoup. Merci.